Bonjour, merci à tous d'être présents à cette séance d'information qui lance officiellement la démarche de consultation pour le plan stratégique d'urbanisme du chemin de la Grande Côte. Je me présente Frédérique Saint-Arnaud, je suis consultante pour la coopérative Le Pic-Bois, firme qui a été mandatée pour réaliser le plan stratégique et mener la démarche de consultation. Je serai votre animatrice pour la soirée. Avant de vous expliquer l'heure du jour, puis de ce qui nous attend pour la prochaine heure, je vais d'abord laisser la parole à M. Denis Lechasseur, directeur du service d'urbanisme de la ville de Boisbriand, pour un mot d'introduction. Alors, bonsoir tout le monde. Le service d'urbanisme est heureux de participer à ce vaste projet qu'est la planification de la Grande Côte. Le lancement des activités se fait donc officiellement ce soir avec cet événement en ligne. Vous vous direz pourquoi cette étude d'une telle ampleur? Eh bien, parce que le chemin de la Grande Côte le mérite. Il est l'épine dorsale de notre municipalité, car il fait le lien entre toutes les villes de la Couronne-Nord, de Repentigny jusqu'à Saint-Placide. À notre échelle, le chemin de la Grande Côte retiendra notre attention en fonction de l'ensemble de ses qualités et de ses défauts. Nous débutons donc l'exercice ce soir et pour les 2 prochains mois, nous allons bonifier notre processus par de nombreuses activités, dont certaines, et nous en sommes contents, se feront en présentiel. Le soutien que le service d'urbanisme va apporter se fera dans l'objectif de retenir vos propos, les petits comme les grands. Je vous laisse donc maintenant entre les mains de nos présentateurs animateurs pour cette soirée de lancement. Alors, bonne soirée tout le monde et merci beaucoup d'être là en grand nombre. Merci beaucoup, Monsieur le chasseur, pour ce mot d'introduction. Donc, pour la prochaine heure, ce qu'on a prévu, ce qu'on vous propose, c'est 3 présentations qui vont vous permettre d'en connaître davantage sur la démarche dans son ensemble. La première présentation sera présentée par mon collègue Jean-Philippe Laliberté, qui va aborder les principaux résultats qui sont sortis de la première étape de la démarche, donc l'étape du diagnostic du chemin de la Grande Côte. Suite à cette présentation-là, Mathieu Aymon, toujours pour la firme Le Pic-Bois, va lui présenter la démarche de consultation plus en détail. Donc, il va aborder ses grands objectifs, les étapes qui sont à venir, puis aussi l'ensemble des activités qui sont prévues durant les prochains mois. Finalement, la troisième présentation sera présentée par Gabriel Terrien du service d'urbanisme de la ville de Boisbriand, qui va présenter, lui, la plateforme On Jase, qui va être un outil important tout au long de la démarche de consultation, un outil à la fois de communication où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations pertinentes en lien avec les activités de consultation. Puis ça sera également un outil de collecte de données, notamment à travers le questionnaire. À la suite de ces 3 présentations-là, on a prévu une période de questions d'une durée d'environ 30 minutes. Vous allez avoir l'occasion de prendre la parole, de poser vos questions, soit aux gens de la ville ou aux professionnels de la firme Le Pic-Bois. Vous pourrez le faire soit de vive voix ou par le biais du chat. Et pour ceux qui nous suivent par Facebook Live, vous pourrez poser aussi vos questions en commentaire. Avant de laisser la parole à Jean-Philippe pour la première présentation, je veux juste préciser que les questions qui seront posées durant les présentations ne seront pas répondues à ce moment-là. On a vraiment alloué une période de questions à la toute fin, à la suite des 3 présentations. Donc, on vous demande de prendre en note vos questions puis de les poser durant cette période-là. Donc, sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Jean-Philippe pour vous présenter les principaux résultats du diagnostic. Merci Frédéric. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais poursuivre la présentation en vous présentant la nature du mandat, ses objectifs et par la suite, une synthèse des constats qui sont sortis du premier volet. Alors, le mandat qui nous a été confié, c'est d'abord et avant tout en réaction face à des transformations au plan physique, spatial, qui sont venues bouleverser le cadre de vie et les qualités du patrimoine, du paysage de la Grande Côte. À votre droite, là, vous avez des exemples assez éloquents là, de changements rapides qui sont survenus là, sur la Grande Côte à l'intérieur d'une dizaine d'années. Alors,
Le chemin de la Grande Côte, c'est une artère qui est fortement urbanisée, qui est bordée par de nombreux secteurs sensibles, à la fois naturels et agricoles. Et depuis une dizaine d'années, les terrains développables se font de plus en plus rares. Aussi, il y a de nombreux résidents, commerçants, qui ont fait part de leurs préoccupations vis-à-vis d'éventuelles transformations de leur milieu de vie. Alors, le plan stratégique d'urbanisme a pour objectif de mieux définir les paramètres de développement et de valorisation de la Grande Côte et ultimement de dégager une vision commune et concertée qui va nous permettre tous ensemble de guider la revitalisation du chemin et de ses abords. Le plan stratégique est divisé en 4 grands volets. Il a officiellement commencé cet hiver, puis il va prendre fin l'été prochain. Le premier volet, c'est le diagnostic territorial, qui a été complété dernièrement. Le document est maintenant disponible sur le web pour être consulté. C'est un document dans lequel on vient identifier à la fois les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de développement sur la Grande Côte. Il y a différentes analyses qui ont été menées, à savoir une analyse sur l'histoire, sur la forme urbaine, sur la mobilité, sur les paysages et sur le cadre réglementaire. C'est important de mentionner ici que c'est un document qui se veut objectif, qui vient faire l'état des lieux, mais c'est aussi un document qui pourra faire l'objet d'ajustements à la lumière des nouvelles informations qui vont émerger des activités de consultation publique. Le deuxième volet, je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci parce que mon collègue Mathieu va avoir la chance de vous l'expliquer en détail prochainement. Le troisième volet, lui, c'est les orientations stratégiques. C'est un volet du plan qui va débuter une fois que les activités vont être complétées. Alors, avec l'ensemble des résultats des volets précédents, on va venir identifier des grandes orientations qui vont baliser le développement et l'aménagement du secteur. On peut penser notamment aux usages, à l'architecture ou bien à l'aménagement public des rues. Et puis, le quatrième et dernier volet, c'est ici qu'on va proposer des modifications au règlement d'urbanisme en vigueur. Ultimement, ça va permettre aux fonctionnaires de mettre en œuvre, d'appliquer la vision et les orientations dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, d'avoir un impact réel sur nos milieux de vie. Alors, devant vous, vous avez le secteur d'intervention du chemin de la Grande Côte. Le chemin en soi totalise 4,2 km linéaires. C'est un secteur là, qui correspond au tronçon de la Grande Côte qui est situé à l'intérieur des limites administratives de Boisbriand, en bordure de la rivière des Médiles. De manière plus précise, les limites terminent à l'est du côté de Rosemère et puis à l'ouest du côté de la ville de Saint-Eustache. La limite sud, elle, correspond aux berges de la rivière des Médiles. Et puis au nord, ce sont les premières rues résidentielles qui ont été intégrées au secteur. Et ça inclut également la zone agricole permanente du côté ouest. Dans les différents documents de planification, la Grande Côte possède différents statuts d'intérêt en regard de ses différents attributs naturels, touristiques et patrimoniaux. C'est des statuts là, qui viennent mettre en évidence le rôle structurant de la Grande Côte à l'échelle locale, régionale et métropolitaine. À titre d'exemple, la Grande Côte, c'est un des principaux liens commerciaux à Boisbriand, qui accueille divers commerces et services, mais c'est aussi un corridor routier patrimonial, c'est une route panoramique et elle fait aussi partie d'un réseau cyclable d'intérêt métropolitain. Avant d'arriver au constat, j'aimerais avec vous faire un bref survol historique de l'évolution du territoire de la Grande Côte. Alors, à partir du 18e siècle, la Grande Côte est un axe de peuplement important, non seulement pour la seigneurie, mais pour l'ensemble de la rive nord de la région de Montréal. C'est un chemin qui va relayer à l'époque le chemin du Roi jusqu'à la rivière des Outaouais. Et aux abords de la Grande Côte, on va pratiquer l'agriculture, puis progressivement, le territoire va s'ouvrir à la villégiature en raison notamment de la présence de la rivière des Médiles. Et puis rapidement, le territoire va s'urbaniser, entre autres on va venir consolider le réseau routier et autoroutier, puis on va ouvrir des grandes industries, là, par exemple l'usine General Motors en 1965. Et puis, on le voit bien là, avec la comparaison là, des deux images aériennes devant vous, le territoire s'est urbanisé très rapidement. Fait saillant, disons, aujourd'hui, près de la moitié là, du cadre bâti résidentiel de Boisbriand a été construit avant les années 80. Et puis, ce qu'il reste de l'agriculture sur la Grande Côte, c'est la zone agricole à l'ouest, juste ici, qui est une zone permanente depuis la fin des années 80.
C'est des terres agricoles là, qui sont aujourd'hui enclavées par différentes activités urbaines et des grands axes routiers. Et en ce moment, il ne reste qu'un seul propriétaire exploitant là, sur la Grande Côte. Maintenant, il convient là, de présenter là, un résumé des différents constats du diagnostic qui vont être soumis à la discussion publique. Alors, juste avant d'entrer dans les constats sur la mobilité, pour ceux qui ont déjà consulté le diagnostic sur le web, ça va être l'occasion pour vous de vous rafraîchir la mémoire. Et pour les autres, c'est un bon moment pour en apprendre davantage. Mais quand même, j'invite tout le monde, tous les intéressés à aller consulter le document pour avoir un portrait complet et global sur le territoire à l'étude. Alors, les premiers constats en ce qui a trait à la mobilité, une force qui est majeure, c'est la présence d'un lien cyclable continu qui borde le chemin de la Grande Côte. Comme mentionné précédemment, c'est un lien d'intérêt métropolitain, c'est-à-dire que cette piste cyclable-là s'inscrit à l'intérieur de Boisbriand, mais va au-delà de Boisbriand. Alors, pour les gens qui se déplacent en vélo, c'est possible de se déplacer vers d'autres villes et aller chercher différents atouts le long de la rivière. Malgré tout, l'espace qui est alloué au déplacement actif sur la Grande Côte peut être problématique à certains égards, notamment en ce qui a trait à la cohabitation avec la circulation automobile et à de nombreux, en fait, changements de configuration du domaine public. Une autre force de la Grande Côte en termes de mobilité, c'est la présence d'un parcours actif qui longe la rivière des Mille-Îles. C'est un réseau qui permet aux piétons et aux cyclistes de se déplacer facilement à partir de la Grande Côte pour se diriger en toute sécurité vers les parcs, vers différents parcs riverains de qualité. Entre autres, le Centre d'interprétation de la nature, mais aussi le Parc des Berges. Une problématique qui a émergé du diagnostic, c'est la circulation de transit. Les différents quartiers là, qui sont greffés aux abords de la Grande Côte sont en quelque sorte là, aux premières loges de certains effets pervers de la présence des autoroutes. On peut penser parfois, en fait, aux heures de pointe, le chemin de la Grande Côte peut être utilisé comme une voie de contournement quand c'est congestionné. Alors, c'est une situation qui peut réduire le sentiment de sécurité ou de quiétude à l'intérieur des quartiers. Également, les autoroutes peuvent générer là, certaines nuisances et peuvent se présenter là, comme un environnement hostile à franchir pour les piétons et les cyclistes là, qui souhaitent traverser le chemin de la Grande Côte. Par rapport à la qualité au cadre de vie, la Grande Côte, c'est une artère sur laquelle on trouve différentes activités, à la fois des commerces et des services, des équipements civiques, communautaires, de l'habitation et des parcs. C'est des activités qui sont bien établies à proximité des milieux de vie. Donc, c'est des activités qui viennent en quelque sorte là, animer et créer un achalandage sur la Grande Côte. Par rapport à l'activité commerciale, plus précisément, il y a 2 centralités commerciales de quartier qui rayonnent localement, soit le secteur des terrasses Boisbriand dans l'axe du boulevard de la Grande Allée, et la seconde, c'est entre l'autoroute 15 et la Montée-Sanche. La forme de ces commerces-là accorde une place généreuse à la voiture, avec des grandes surfaces de stationnement qui sont situées tout autour des bâtiments. D'une certaine façon, ça facilite l'expérience de magasinage pour les automobilistes, mais pour les piétons, les cyclistes qui vivent la Grande Côte à pied, qui y habitent, c'est différent, c'est beaucoup moins confortable, moins convivial, et il peut y avoir des conflits qui peuvent avoir lieu. En ce qui a trait à la nature de l'activité commerciale, quand on compare avec la composition commerciale idéale des artères commerciales traditionnelles, on constate qu'il y a un léger débalancement, c'est-à-dire que sur la Grande Côte, il y a peu de commerces de proximité, beaucoup de services professionnels. Alors, il y a un certain équilibre à atteindre en matière de vitalité commerciale. En ce qui a trait au parc, le parc du Bois et Gabriel-Roy, c'est les 2 parcs urbains aux abords du chemin. Le plus central, le parc du Bois, que vous connaissez probablement tous. Malgré sa petite taille, il est facilement accessible pour les piétons. Sa localisation là, en bordure de la rivière là, permet d'offrir un point de vue exceptionnel sur la rivière des Mille-Îles. À noter là, que le parc du Bois constitue le seul point d'accès public et physique, le seul point public physique et visuel, pardon, à la rivière depuis le chemin de la Grande Côte.
Par rapport aux éléments là, qui touchent à l'attractivité, le développement du secteur, il faut comprendre que le périmètre urbain est saturé, c'est-à-dire qu'il reste peu de terrain libre à des fins de développement urbain à moyen et long terme. Du côté de la zone agricole à l'ouest, eh bien, en fait, c'est une zone qui est permanente en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Alors, c'est un secteur là, qui se retire de tout développement urbain potentiel afin de conserver là, les terres pour l'agriculture et limiter l'étalement urbain. De manière plus précise, en fait, sur cette zone agricole-là, c'est des terres là, qui possèdent certaines contraintes, notamment là, en ce qui concerne la qualité de ses sols, qui ont certaines limitations. On peut penser aussi à son enclavement et des enjeux de cohabitation. Mais si on prend un pas de recul par rapport à la zone agricole, dans les différents documents de planification, c'est une zone qui est identifiée comme un milieu paysager et patrimonial à préserver et à mettre en valeur, mais aussi comme une activité à redynamiser. J'ouvre ici une parenthèse par rapport à la zone agricole. À l'heure actuelle, il y a une demande d'exclusion qui a été déposée à la CPTAQ concernant le dossier Forestia. Elle est actuellement en attente d'une décision de la commission. Donc, il n'y a pas de résultat ou d'avancement lié à ce dossier. Sinon, si je reviens à l'intérieur du périmètre urbain, il y a la présence de quelques terrains vacants, sous-utilisés ou avec des usages mal intégrés, qu'on retrouve à proximité des concentrations commerciales. Ces terrains-là pourraient jouer un rôle important là, dans le redéveloppement de la Grande Côte, surtout dans une optique de, si on veut, optimiser les infrastructures urbaines et consolider le tissu urbain existant. Si on tourne notre regard sur la rivière, eh bien, la rivière des Mille-Îles, elle s'inscrit à l'intérieur d'un projet régional de transport écologique, récréatif et utilitaire. C'est un projet là, qui est porté par de nombreux partenaires, un projet là, qui vise à consolider le réseau de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMN. Alors, ici, il y a un grand potentiel de développement récréo-touristique et de mise en valeur en lien avec la rivière, et ça, à proximité de la Grande Côte. Constat par rapport au patrimoine et au paysage, on ne pourra jamais le répéter assez, mais le chemin de la Grande Côte, c'est un chemin qui garde encore des traces historiques qui façonnent son identité. On peut notamment penser aux bâtiments patrimoniaux et à l'agriculture. Par contre, c'est des éléments qui demeurent fragiles. Sur la Grande Côte, le patrimoine est vraiment diffus sur l'ensemble du chemin. Et les multiples constructions, les transformations dans les dernières décennies sont venues altérer, sont venues voire appauvrir le cadre paysager rural de la Grande Côte. De manière même plus large, l'image de la Grande Côte peut être à certains moments difficile à saisir. Par exemple, quand on pense à l'insertion de nouveaux bâtiments qui sont en rupture avec la hauteur, avec le gabarit des bâtiments voisins, l'absence de cohérence architecturale, la variété des retraits des bâtiments avec la rue, ou bien l'omniprésence d'espaces minéralisés, c'est des éléments qui viennent générer un milieu de vie qui est peu harmonieux et qui participe peu à la création d'une artère traditionnelle agréable à fréquenter. Si je conclue avec la rivière des Mille-Îles, on constate sinon que la relation physique et visuelle avec la Grande Côte et la rivière est sous-exploitée et mériterait de l'être davantage. Comme j'ai mentionné précédemment, c'est un paysage identitaire qui est remarquable et à partir du chemin, elle est peu visible et mise en valeur. Alors, je m'arrête ici pour la présentation du mandat et des constats du diagnostic. Si vous avez des questions, vous allez avoir l'occasion de vous exprimer à la fin de la présentation. Sinon, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Mathieu qui va vous expliquer l'ensemble de la démarche de consultation à venir. Merci. Merci, Jean-Philippe. Donc, nous voici maintenant au moment de présenter la démarche de consultation et toutes les activités qui sont associées. Juste avant cela, je tiens à rappeler que les intentions et que la vision pour le chemin de la Grande Côte restent encore à définir au terme de cette démarche. Donc, la démarche ici ne vise pas à vous entendre sur une vision qui serait déjà formulée à l'avance, mais plutôt à vous impliquer dans la co-construction ou dans la construction de cette vision ensemble pour la Grande Côte. Donc, vous voyez à l'écran présentement les différentes activités qui vous seront proposées.
Ces activités sont réfléchies là, de manière d'abord, à récolter de l'information avec le questionnaire en ligne qui est déjà accessible. Je vais revenir plus en détail dans quelques instants. 2, à partager de l'information avec vous, donc à nourrir les réflexions. Ça va se faire entre autres avec une marche exploratoire et aussi des capsules vidéo qui vous seront offertes et présentées prochainement. Et puis finalement, le troisième objectif, c'est vraiment de construire ensemble la vision concertée avec des tables de discussion qui auront lieu au cours du mois de juin. Donc, si je présente plus en détail chacune des activités, la première, c'est le questionnaire en ligne. Donc, c'est une activité qui vise là, à vous entendre. Donc, l'idée ici, c'est de vous entendre sur les enjeux qui vous préoccupent, sur vos besoins, sur les éléments que vous valorisez sur la Grande Côte, ainsi que sur les éléments qui seraient peut-être à améliorer. L'objectif avec cette activité, c'est d'avoir un portrait le plus complet de la Grande Côte. Donc, le diagnostic qui a été fait, mais on souhaite avoir un portrait plus complet qui comprend le regard des citoyens et aussi de tous les acteurs là, qui gravitent autour du milieu de la Grande Côte pour comprendre les besoins, mais aussi comment la Grande Côte est utilisée actuellement. Donc, ça va servir également de base là, pour formuler des questions lors des activités de table de discussion qui auront lieu en juin. Donc, comme je disais, le questionnaire est déjà accessible en ligne depuis le 15 mars. Gabriel Terrien vous expliquera là, la manière d'y accéder dans quelques minutes. Il y a aussi des membres du service d'urbanisme qui seront présents pour échanger avec la population le 12 mai et le 15 mai dans le cadre des journées portes ouvertes du Centre de la création. Toutes les informations que je vous mentionne ce soir vont se retrouver sur la plateforme On Jase que Gabriel va présenter également sous peu. Donc, vous pouvez noter les informations, mais il y aura moyen de retrouver ces informations-là sur la plateforme. La seconde activité qui est prévue dans le cadre de la démarche, c'est une marche exploratoire. Donc ici, c'est une activité de type balado. Donc, on vous propose une marche pour découvrir à pied ou à vélo le chemin de la Grande Côte et ses abords. Il y a 2 parcours distincts qui vont vous permettre de découvrir à travers quelques stations d'écoute sur le territoire les spécificités, les lieux, les paysages emblématiques de la Grande Côte, mais aussi les enjeux et les opportunités de développement ou de mise en valeur. Et les fichiers audio pour la balado ainsi que les cartes des parcours vont être accessibles sur la plateforme On Jase à partir du 2 mai. Le service d'urbanisme va également réaliser un parcours exploratoire à vélo le 18 mai dans le cadre du mois de la vélo et dans le cadre du mois du vélo, pardon. Et le service d'urbanisme animera aussi 3 marches exploratoires les 26, 27 et 28 mai. Et encore une fois, tous les détails seront sur la plateforme On Jase bientôt. La troisième grande activité, c'est des capsules vidéo. On parle de 4 capsules vidéo avec des experts en urbanisme et en aménagement. Le but ici, c'est de présenter, de vulgariser des thématiques importantes qui seraient à prendre en considération dans l'exercice de planification stratégique. Donc, tout comme la marche exploratoire, l'objectif, ça va être de nourrir les réflexions, d'apporter des éléments de contexte dans la discussion. Ces capsules seront disponibles dans ce cas-ci à partir du 16 mai sur la plateforme On Jase. Donc, il y a 4 grands sujets. Je vais faire le tour rapidement. Le premier sujet, c'est le développement et la densification. Donc, c'est un expert ici du Centre d'écologie urbaine de Montréal qui va venir partager ses connaissances en ce qui a trait à la densité, la compacité dans un contexte périurbain comme celui de la ville de Boisbriand. Donc, on va aborder ici les avantages et les défis de la densité, mais aussi des pistes de réflexion pour une intégration qui respecte le paysage et l'identité du cadre bâti existant. Ensuite, second sujet, porte sur la vitalité commerciale. Donc, c'est un expert de Ville Nouvelle qui viendra parler des enjeux que vivent les rues commerciales dans les proches banlieues de la RMR. Donc, comment les rues locales peuvent-elles, dans ce contexte, tirer leur épingle du jeu? Quels sont les ingrédients, les facteurs ou encore les principes pour qu'une rue commerciale puisse fonctionner à son plein potentiel? Ensuite, le troisième sujet, c'est la mobilité active et collective. Ce sera une expert de Trajectoire Québec qui va aborder les enjeux sur ce sujet-là dans un contexte de banlieue de plus faible densité. Donc, quels sont les défis à l'échelle locale, à l'échelle métropolitaine? C'est quoi les bonnes pratiques et les conditions gagnantes pour avoir une offre de transport alternatif à l'auto qui serait intéressant? Et finalement, le quatrième thème, c'est le patrimoine et le paysage. C'est un expert, Fernand Piot, qui a publié un livre sur l'histoire de la ville de Boisbriand en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles, qui va venir présenter l'évolution du territoire de Boisbriand, plus particulièrement l'évolution du chemin de la Grande Côte. Donc, quels sont les éléments du patrimoine bâti, paysager, matériel qui seront encore présents sur le territoire et comment ces témoins-là nous rattachent à l'histoire et à l'identité du lieu. Donc, voici pour la troisième grand volet de la démarche de participation. Et finalement, en quatrième volet, on a l'étape de discussion. C'est la dernière activité.
qui est ouvert là, à tout le monde, donc ouvert autant aux citoyens qu'aux associations, qu'à tous les autres acteurs qui gravitent autour du chemin de la Grande Côte. Cette activité-là va être divisée en 2 tables distinctes. Donc, une première séance qui va avoir pour objectif de faire un retour là, sur le diagnostic, donc de mettre l'accent sur des enjeux du secteur liés à des thématiques particulières. Donc, par exemple, la circulation et la mobilité, l'environnement et le cadre de vie, l'attractivité, le développement territorial, etc. Et la seconde table de discussion, elle, sera consacrée à définir la vision et les orientations stratégiques pour le développement de la Grande Côte. Donc, l'objectif ici, ça va être vraiment d'élaborer une vision qui sera concertée de l'avenir du chemin de la Grande Côte. Donc, les tables de discussion prendront place là, en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Puis, dans les semaines qui suivent, vous allez avoir des informations pour vous inscrire à ces tables sur la plateforme On Jase. Je vais céder la parole d'ailleurs à Gabrielle Terrien qui va nous présenter cette plateforme. Merci. Merci Mathieu pour cette présentation. Je laisse immédiatement la parole à M. Gabriel Terrien du service d'urbanisme qui va présenter cette fameuse plateforme On Jase. Ton micro est fermé, Gabriel. Merci. Merci Frédéric. Je dois partager mon écran. Si on peut arrêter le partage présent. Merci. Donc, OK, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Je tiens déjà premièrement à dire que c'est un projet qui nous motive énormément au service d'urbanisme. Puis, écoutez, j'espère qu'on va arriver à vous motiver tout autant. Je rentre dans le vif du sujet. Je vous présente la plateforme de participation citoyenne On Jase qui a été récemment mise en ligne, entre autres pour accompagner la Ville dans cette démarche-ci, mais aussi pour toutes les prochaines démarches de participation citoyenne que la Ville va mettre en place. Donc, en arrivant sur le site, ce qui est le plus important, c'est de vous inscrire sur la plateforme. En fait, si on n'est pas inscrit, on ne peut pas participer aux activités. Donc, il y a un bouton juste en haut ici à droite qui vous permet de vous inscrire. En cliquant dessus, vous avez ensuite des champs à remplir. Donc, vous choisissez un identifiant, vous écrivez un courriel, vous choisissez un mot de passe et vous inscrivez votre code postal. Ensuite de ça, un courriel de confirmation vous est envoyé, puis dans le but simplement là, de valider votre courriel. Je vais simplement me connecter pour pouvoir accéder à la plateforme. OK. Ce n'est pas ça que vous auriez vu normalement. Donc là, c'est ce que vous allez voir quand vous arrivez sur la plateforme. Vous avez ensuite à descendre et cliquer sur le bouton « Je participe » pour participer au projet. Donc, en arrivant sur la page de projet, ce que vous pourrez voir, c'est qu'il y a la page est divisée en 3 sections. Premièrement, il y a une introduction au projet. Le bandeau de droite, c'est toutes les informations générales sur le projet. Et ensuite, il y a les 4 outils qui sont offerts. J'y vais de haut en bas. Je commence avec l'introduction du projet. Si jamais vous avez des questions sur les informations de base sur le projet, ce texte-là rappelle tous les objectifs du projet, puis toutes les thématiques qu'on veut vous entendre, puis qui seront abordées au cours des prochains mois. Ensuite, dans les informations plus générales sur le projet, on retrouve premièrement l'échéancier du projet. J'ajoute à ce qui a été mentionné précédemment là, que suite à toute cette démarche de consultation publique-là, il y aura une synthèse des résultats qui sera produite. Le dit plan stratégique d'urbanisme sera ensuite rédigé et adopté par le conseil municipal et toute la réglementation d'urbanisme va être mise à jour ensuite de ça. Il y a ensuite en dessous tous les documents pertinents qu'on va pouvoir mettre au fur et à mesure que la démarche va avancer et les vidéos des activités. Mes coordonnées sont là si jamais vous avez des questions et on a mis aussi quelques questions plus générales au cas où ça vous intéresserait. Donc ensuite, il y a 4 activités qui sont disponibles. Le premier, c'est le retour sur les activités. Le retour sur les activités, ça vous permet de revoir les communiqués, les résumés ou les vidéos qui sont en lien avec les activités qui sont passées. Fait que si jamais vous manquez un événement, pas de panique, c'est ici que vous allez trouver tous les détails sur l'événement que vous aurez manqué. Ensuite de ça, je ne m'éterniserai pas dessus parce que Mathieu en a parlé tantôt, il y a le questionnaire. Je vous le dis tout de suite, toutes les informations qui sont collectées dans le questionnaire sont 100% confidentielles. Il n'y a rien de ça qui est partagé avec les autres. Il n'y a que nous qui s'en sert pour faire une synthèse de ce que les gens ont dit. Et ensuite de ça,
les informations ne seront pas divulguées là, au public en tant que tel. C'est une synthèse qui est faite. Le questionnaire est divisé en 3 sections. La première a pour objectif de recueillir, bon, il est écrit à l'écran, de recueillir des renseignements sur l'expérience des gens puis le regard des citoyens sur le chemin de la Grande Côte. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce que vous percevez la Grande Côte aujourd'hui. La deuxième partie vous projette dans l'avenir et vous demande de réfléchir et de rêver la Grande Côte de 2040. Puis finalement, le troisième volet aborde des thématiques beaucoup plus spécifiques, par exemple l'accès aux berges, l'architecture ou les activités le long de la Grande Côte. Je vous rappelle, d'ailleurs, le questionnaire, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui nous permet de collecter une quantité d'informations plus grande puis d'avoir une meilleure idée de ce que tout le monde pense. Ça va être un peu un melting pot de toutes les idées de toutes les parties prenantes possibles qui sont reliées au chemin de la Grande Côte. Prochain outil, la carte interactive, ça vous permet de spatialiser vos opinions et vos idées par rapport à la Grande Côte. Donc, en cliquant déjà sur carte interactive, vous êtes ensuite amené à recliquer sur aller à la carte. Il y a quand même quelques informations juste ici. Et une fois sur la carte interactive, vous avez l'option d'épingler certains emplacements sur la carte pour commenter. Je vous donne un exemple. Si vous voulez nous dire que votre endroit favori, c'est le centre de création, vous pouvez, je vais recommencer rapidement, glisser l'épingle endroit favori sur le centre de création et ensuite y indiquer un commentaire. Par exemple, j'adore le centre de création. Vous écrivez ce que vous voulez. Ensuite de ça, c'est un outil qui est interactif, c'est-à-dire que vous allez voir avec le temps s'ajouter des épingles. Donc, ça vaut la peine de revenir souvent pour voir qu'est-ce que les autres parties prenantes dans le cadre de ce projet-là ont à dire. Et finalement, il y a l'option « Posez vos questions ». Le titre parle de lui-même. Si jamais vous avez des questions par rapport au projet, vous pouvez venir les poser ici. Cet outil-là me permet de répondre à certaines questions publiquement. Si jamais il y a des questions qui reviennent souvent, je pourrais l'épingler pour que tout le monde puisse continuer de la voir en tout temps. Donc, ça fait le tour de la plateforme. Je rends la parole à Frédéric et j'espère sincèrement vous voir participer en grand nombre. Merci à tous. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette présentation. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Donc, juste avant qu'on débute, j'ai quelques petites indications là, pour vous indiquer comment poser vos questions. D'abord, juste vous expliquer qu'on va prendre les questions qui concernent la démarche d'élaboration d'un plan stratégique. Donc, des questions qui portent soit sur le diagnostic, la démarche de consultation en tant que telle ou la plateforme qu'on vient de vous présenter. On vous demande dans vos questions, bien sûr, d'être courtois, excusez-moi, puis également d'être concis. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, je viens de voir l'heure, il était 38. On a commencé un petit 5 minutes en retard, donc on va permettre là, de déborder un peu le 8 heures pour vous laisser un 30 minutes de questions. Maintenant, voici comment vous pouvez poser votre question. Donc, si vous voulez prendre la parole, poser votre question de vive voix, vous pouvez lever la main virtuellement dans le menu en bas de votre écran. Puis, à tour de rôle, on va vous accorder la parole. Donc, votre rôle en ce moment de participant va être changé pour devenir intervenant. Vous allez apparaître à côté de moi ici à l'écran, à côté de l'ensemble des intervenants qui vont participer à la période de questions. Et juste pour vous indiquer, là, quand ce rôle-là va changer, donc vous allez passer de participant à intervenant, c'est un processus qui demande quelques secondes. Vous allez devoir accepter dans un menu qui va apparaître au centre de votre écran. Et au moment où vous acceptez, là, il y a quelques secondes de délai, le temps que vous êtes redirigé ici pour apparaître à l'écran. Mais ne vous inquiétez pas, ça se fait automatiquement. Donc, ensuite, c'est quand je vais nommer votre nom, vous allez pouvoir poser votre question, puis suite à la question, puis à la réponse des intervenants, vous serez à ce moment-là redirigé comme participant. Vous pouvez aussi utiliser la fonction question-réponse aussi située en bas à droite de votre écran pour poser des questions. Puis si vous êtes avec nous sur Facebook, vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Il y a quelqu'un qui sera chargé de prendre en note
tout au long les questions qui sont posées, puis on va les poser en rafale aux intervenants à la fin de la période de questions. Veuillez noter, par exemple, qu'on va prioriser les personnes qui veulent prendre la parole, puis qu'on va allouer une période spécifique à la fin là, pour poser les questions posées par écrit en rafale. Je tiens aussi à rappeler, comme Gabriel vient de vous le mentionner, qu'en tout temps, suite à cet événement-ci, vous pouvez poser des questions à travers la plateforme On Jase, puis on va vous répondre là, dans un court délai. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. C'est à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant lever la main, puis on va vous accorder la parole ou le faire par le question-réponse. Puis, je demanderai aussi aux intervenants d'allumer votre caméra. Puis on peut également arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'on avait des questions, Vincent? Je peux vous dire que via le Facebook Live, nous avons à tout le moins eu un commentaire de Cindy Germain. Superbe initiative et belle consultation. Ça me rend fier de parler Boisbriand. Et je remarque ici une question là, de Caroline Robert. Pourquoi les îles sont-elles sur les plans à revitaliser si ce sont des terrains privés? Donc, je peux laisser la parole, Jean-Philippe, si tu veux répondre à cette question. Les îles, en fait, on les a intégrées au secteur d'intervention puisqu'ils font partie des réflexions qu'on doit avoir avec la Grande Côte du moment où les îles entretiennent une relation physique avec la Grande Côte. Donc, c'est pour cette raison-là. Quand on parle de densification, de circulation, de milieu naturel, les îles font partie de l'écosystème de la Grande Côte, disons. Alors, c'est pour ces raisons-là qu'on les a intégrés. Mais effectivement, là, tout le travail que vous avez de la Grande Côte sur les différentes parcelles, eh bien, les îles ne seront pas touchées de quelque intervention que ce soit. Merci, Jean-Philippe. Est-ce que quelqu'un voulait compléter? Peut-être simplement rajouter que, considérant que tous les accès aux îles passent directement par le chemin de la Grande Côte, puis que les îles en tant que telles contribuent vraiment à la qualité paysagère qu'on peut retrouver sur la Grande Côte, ça faisait que du sens là, de l'intégrer dans la réflexion qu'on est en train de mener pour le chemin de la Grande Côte. Là. Super. En fait, plus particulièrement, l'île de Mai et l'île Maurice, c'est les petites îles qu'on a qui font partie de notre territoire, font partie de notre paysage. Donc, on ne pouvait pas les exclure, si vous voulez, de cette réflexion-là parce que de quelque manière que ce soit, que lorsqu'on gravite sur le chemin de la Grande Côte, on peut y avoir un œil, on peut les voir. C'est quelque part quelque chose aussi de rassurant parce que ces îles-là sont habitées. Il y a des insulaires qui les habitent. Puis, elles font partie de notre paysage puis de notre structure de ville. Donc, on est très fiers d'avoir des îles habitées de cette qualité-là aussi à Boisbriand. Merci pour vos réponses. Si je peux me permettre, je vais en profiter pendant. Il y avait une question qui a été posée sur l'outil de questions-réponses du Zoom. J'en profite en même temps. Plus tôt dans la présentation, il y a une participante qui est nommée Annie qui a levé sa main et qui l'a rebaissée. Donc, si elle voulait poser sa question, je l'invite à relever sa main. D'ici là, j'ai vu une question d'Elle Marcotte. Est-ce que les élus ont identifié des objectifs à atteindre préalablement à la démarche en cours et si oui, quels sont-ils? Je vais laisser la parole à M. le chasseur pour cette question-là. Dans le fond, la question, on va dire, des élus, je pense que nos élus ont une très grande sensibilité par rapport à l'évolution du chemin de la Grande Côte.
Ces dernières années, je vous dirais peut-être les 10 dernières années, on a vu certaines modifications qui ont altéré, si vous voulez, le paysage de la Grande-Côte. On a eu certaines nouvelles constructions. On a eu aussi des constructions qui ont fait l'objet d'incendies et de reconstruction. Donc, ça a amené nos élus à focusser un petit peu sur l'avenir de cette rue-là, parce que, évidemment, il y a une mixité d'usages qu'on peut retrouver un peu partout. Puis, d'un autre côté, cette artère-là a besoin qu'on lui donne un enlignement. C'est la raison pour laquelle on fait cette vision-là et qu'on veut que les citoyens nous donnent leurs idées, les petites comme les grandes, qui vont permettre au Conseil de statuer sur ces orientations-là à long terme. Puis on parle de 10-15 ans de durée, là, si vous voulez. Ce n'est pas de l'instantané, c'est du long terme. Merci, Monsieur le chasseur, pour cette réponse-là. J'ai vu, il y avait des questions aussi dans le question-réponse. Est-ce que ça se peut, Vincent? Oui. En fait, c'est deux commentaires que je vois là. Un de M. David Banté. Bravo pour la présentation, très concis, très bien préparé. Tout ceci est très encourageant pour un résident du chemin de la Grande-Côte et un amoureux de la ville. Entre les deux, j'en profite pour vous mentionner qu'il y a eu un petit sondage que vous avez peut-être vu apparaître qui invitait les gens à peut-être s'identifier là, comme type de spectateur qui va nous donner une petite idée de qui assistait à cette présentation-là. Ceci dit, il y a aussi un commentaire justement de Annie qui a indiqué félicitations pour la démarche, enfin un plan pour la Grande-Côte. Merci pour la transparence, c'est très apprécié. Je vois deux autres questions aussi dans l'outil de questions-réponses. Suzy Piché, félicitations pour cette démarche participative. Enfin, une démarche actuelle de consultation qui utilise bien la technologie et surtout qui offre une excellente analyse de départ qui démontre la vraie situation. Et une question ici de Dominique Monette. Est-ce que le projet de revitalisation inclut des reconfigurations de routes, expropriation ou seulement de revoir ce qui est déjà en place? Je peux me permettre de répondre à cette question-là. Évidemment, présentement, l'exercice qu'on est en train de faire, je vous dirais, est à l'échelle de la Grande-Côte au complet. Si vous avez des idées, des questions, des propositions, ne vous gênez pas pour les faire parce qu'au terme de cette participation citoyenne-là, le Conseil devra se pencher sur ces solutions-là, sur ces propositions, et par le biais probablement de notre programme triennal d'immobilisation, on va pouvoir décider s'il y aura des interventions sur le domaine public. Autrement dit, sur les emprises de voies publiques. On peut parler, par exemple, d'acquisition de terrain, on peut parler des fois, ça peut être des redressements de courbes, mais évidemment, si jamais il y a des actions comme ça qui sont posées, bien, il y aura des budgets qui iront avec, puis des décisions du Conseil. Donc, tout cela va suivre un ordre vraiment très bien coordonné, mais cela après avoir fait l'exercice de la participation citoyenne. Donc, possiblement, oui, si c'est jugé nécessaire par le Conseil, mais dans un avenir un petit peu plus loin et non pas maintenant. Si je peux bondir là-dessus, Monsieur le chasseur, là, peut-être pour être plus concret là, dans ce qui pourrait être fait, tout dépendamment des orientations qui vont être avancées. On peut parler de mieux répartir les fonctions de circulation sur le chemin. Si on veut donner plus de place aux piétons, élargir les trottoirs, on peut parler de végétalisation. Donc, ce genre d'action-là peut effectivement résulter à des interventions sur le domaine public. Là. Peut-être un petit suivi de monsieur, à moins que quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter. Là, j'ai présumé que non, mais excellent. Oui. Non, c'est bon, on peut passer à une prochaine question. Il y avait Elle Marcotte qui a juste tout simplement mentionné « Merci pour votre réponse, je comprends l'objectif, mais cela ne me dit pas si les élus ont nommé des objectifs précis. » Donc, je pense qu'on revenait là, à la première question à laquelle vous avez répondu, Monsieur le chasseur. Dans le fond, je ne sais pas si je n'ai peut-être pas été assez clair, mais je vous dirais que l'objectif là-dedans, c'est de permettre de pas tout remettre en question, mais de revitaliser l'artère pour qu'elle puisse être capable de suivre l'évolution.
on a mis des thématiques spécifiques à ces points-là. Là, on parlait de mobilité, on parlait de revitalisation ou de commerce de proximité. Donc, ces aspects-là nous interpellent le Conseil. Donc, c'est là-dessus qu'on veut entendre les citoyens. Le Conseil n'a pas donné d'objectif, à savoir est-ce qu'il faut absolument ajouter des espaces commerciaux. C'est plutôt à partir de l'ensemble des commentaires qu'on va recueillir, qu'on va pouvoir se pencher sur la question puis voir si vraiment il y a des champs d'intérêt particuliers. Il y a plusieurs intervenants du domaine commercial qui vont participer aux futures activités qui sont prévues et nous donner aussi leurs commentaires par rapport à la situation économique. Donc, on va en avoir pour un peu toutes les fonctions urbaines, si vous voulez, puis ça va nous permettre de prendre les commentaires de tout le monde. Il y aurait une autre question, Madame Ariane Dubois. Bonsoir à tous. Que voulez-vous dire par promouvoir le développement agroalimentaire et agro-touristique en zone agricole? Donc, j'imagine que c'est une question qui était liée au diagnostic. Jean-Philippe, est-ce que tu peux répondre à cette question-là ou revenir sur cette partie de présentation? Par rapport à cet énoncé-là, je crois que c'est tiré du plan d'urbanisme, je crois, de David de Boisbriand. Je ne sais pas si M. Lechasseur ou ses collègues, vous aimeriez répondre par rapport à ça. Je peux vous donner des éléments de réponse. C'est évident que pour nous, la question de la zone agricole demeure pour l'instant comme en suspens, compte tenu que ce que M. Jean-Philippe vous a expliqué, il y a une demande qui est présentée à la CPTAQ, une demande de dézonage agricole. Donc, nous, la municipalité, pour l'instant, on est en attente de cette décision-là. Puis une fois qu'on aura eu une décision, bien, il y aura des décisions que le Conseil devra prendre à ce moment-là, dépendamment si la demande de dézonage est acceptée ou pas. Alors, si on fait face à une demande, dans le fond, de dézonage négative, autrement dit, puis qu'on demeure avec le zonage agricole permanent tel qu'il est là, bien, le conseil municipal va devoir probablement faire une étude pour mettre en valeur cette zone-là, puis de favoriser les activités agricoles de toutes les sortes, comme on est en train de le faire actuellement au nord de la 640, avec l'établissement d'une fiducie agricole spécifique pour la protection et la mise en valeur de ces milieux-là, ce qui n'a pas été fait exactement là, au sud de la 640. Donc, on peut parler de mise en valeur agricole, mais lorsqu'on aura la certitude, si vous voulez, que cette zone agricole-là va demeurer agricole. Donc, on est dans l'attente de la décision de la CPTAQ. Super, merci. Je vois une main levée dans les participants. Oui, je vais en profiter pour tout simplement dire que par rapport à la question précédente, Elle Marcotte disait merci beaucoup, j'apprécie énormément cette démarche de consultation citoyenne. Donc, ça va pouvoir fermer la parenthèse à ce niveau-là. Oui, c'est Mme France Brouillette, effectivement, que nous allons inviter à ce moment-là à être panéliste. Bonjour France, donc vous pouvez, je pense, ouvrir votre micro et ouvrir votre caméra si vous le souhaitez. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ça va mieux? Merci, madame. Ça va toujours mieux quand la voix porte un peu. Alors, je me présente, Yves Sans Souci. Je suis riverain depuis plus de 40 ans et j'ai une préoccupation, naturellement. C'est que le revitaliser ou prévoir un aménagement, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, vous n'avez pas parlé de l'usine d'épuration qui est une problématique pour notre rivière. On ne peut pas considérer le problème réglé quand on voit les odeurs et les rejets de boue
Alors, j'aimerais que dans l'étude, on fasse un peu une mise au point et qu'on prévoit à quel moment notre fameuse usine va être vraiment fonctionnelle. Parce que pour l'instant, augmenter la densification, ça me préoccupe. Parce que, tu sais, on vit déjà avec des problèmes avec l'usine d'épuration qui n'est pas pleinement fonctionnelle, qui de toute façon a été construite pour un horizon de 10 ans. Et ce 10 ans-là est passé et on n'a pas vu de suivi, de continuité, d'agrandissement. Alors, c'est ma préoccupation que je voulais vous souligner. Merci. Merci, M. Sansouci. On a pris bonne note de vos commentaires et ça va me faire un grand plaisir de partager ceux-ci avec notre directeur général, puis de faire le nécessaire, si vous voulez, pour adresser cette situation-là qui, quand même, je vous le concède, assez particulière. Mais soyez assurés qu'on va faire tous les efforts nécessaires pour améliorer la situation. Si je peux bondir sur ce sujet-là, en fait, c'est un élément qu'on a identifié dans le diagnostic territorial comme étant une contrainte anthropique. Là. Donc, tout ce qui tourne alentour de l'usine des traitements des eaux usées, là, effectivement, là, cette usine-là entretient une proximité avec des milieux sensibles, notamment résidentiels, mais aussi le centre d'interprétation de la nature. Donc, ça, c'est clairement identifié dans le document comme étant une contrainte. Et dans les prochains mois, là, justement, là, il pourrait avoir justement peut-être des interventions en ce sens-là. Mais par rapport à l'opération de l'usine, ça, c'est peut-être des données un peu plus techniques. Mais comme l'a dit M. Lachasseur, on pourra en discuter amplement plus tard. Oui, merci. Merci pour le commentaire. J'en profite pour rappeler que pour tout commentaire du genre, vous avez un espace là, qui est alloué à ça dans le questionnaire. Donc, si vous allez répondre sur la plateforme On Jase, vous avez des questions ouvertes où vous pouvez là, formuler ce type de préoccupation-là. Donc, on vous invite à y aller dès maintenant. Je vais en profiter pour vous mentionner qu'il y avait un commentaire ici, une question en fait, de Dominique Monette. Est-ce que la démarche de dézonage peut être interrompue par la Ville? Si je peux me permettre de répondre à cette question-là. Actuellement, je ne pense pas que la municipalité va aller à l'encontre des auditions qui vont être tenues, compte tenu du fait que c'est la dernière étape avant d'avoir une décision officielle de cette demande-là. Donc, il y a déjà eu un avis défavorable de la CPTAQ envers la demande. La même chose pour la communauté métropolitaine de Montréal. Et ce qui reste, c'est à toute personne intéressée pour cette demande d'aller donner des commentaires avant que la CPTAQ rende sa décision finale. Donc, on est rendu à la dernière étape et je ne pense pas que le Conseil, je pourrais peut-être leur poser la question, abandonne là, cette démarche-là sans avoir obtenu les réponses. Parfait, merci. On a une autre question dans le questions-réponses. Oui, tout à fait. En fait, il y en a deux qui viennent d'apparaître. Est-il possible de retourner bonifier nos réponses au questionnaire une seconde fois? Voilà. Donc, Très bonne question. Honnêtement, bonne question, Mme Dubois. Je crois que non, mais je crois qu'on pourrait s'arranger. Ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. Fait que si jamais c'est le cas d'autres personnes ici présentes, je vous invite à me contacter. Là. Mes coordonnées sont sur la plateforme. Ça ne sera pas trop compliqué. Nous avons une autre question. C'est indiqué spectateur anonyme, mais je présume que c'était M. Dominique Monette, là, étant donné la nature de la question. Donc, est-ce que le Conseil est en faveur du dézonage de la zone agricole? Je voudrais connaître l'opinion du Conseil et non celui de la CPTAQ. Merci. Bien, si je peux vous répondre comme fonctionnaire, là, je ne peux pas répondre pour le Conseil municipal, M. Monette. Je vais vous demander à ce moment-là de transmettre cette question-là directement au Conseil, de manière à pouvoir avoir la réponse de ceux-ci, mais je ne peux pas répondre pour eux, là, malheureusement.
Parfait, merci. Du côté du Facebook Live, Oui, c'est ça. Il me restait une question. C'était Mme Louise Hilarigui. Alors, pourquoi pas un tigre géant sur Grande Côte à la place d'Esposito? On en prend note. On en prend note. Et puis, s'il y a des gens qui ont des commentaires, pas nécessairement sur ce point-là, mais de ce style-là, ne vous gênez surtout pas d'aller sur la plateforme, de vous inscrire et communiquer vos vœux, si vous voulez, ou votre vision. Mais essayez le plus possible de voir loin, de voir des petits besoins de proximité, oui, mais d'essayer de vous fermer les yeux puis de voir à long terme comment vous voyez l'artère. C'est ce qu'on veut savoir de votre part aussi. Donc, je vois qu'il y a une autre question dans le questions-réponses. Il est 8 heures. Donc, comme on a commencé un 5 minutes en retard, on va laisser là, quelques minutes. Donc, dernière chance si vous avez envie de poser des questions. Excellent. J'en profiterai aussi peut-être, si vous permettez, pour faire un petit ajout par rapport au commerce. Là, évidemment, la ville peut favoriser ou pas l'implantation par l'urbanisme de certains types de commerces, mais qu'un commerce en particulier s'implante ou pas, ben ça dépend évidemment des commerçants et des personnes qui veulent bien démarrer une entreprise, qu'elle soit d'une marque ou d'une autre sur un territoire donné, en respectant évidemment les règlements d'urbanisme. Spectateur ici anonyme, je pense que c'est encore une autre question de relance là, de M. Dominique. Bref, est-ce que le service d'urbanisme est en faveur du dézonage agricole? Si je peux répondre à la question, je vais vous décevoir avec ma réponse, mais malheureusement, le service d'urbanisme est là pour répondre aux orientations de notre conseil municipal et de gérer notre territoire, qu'il soit agricole, résidentiel ou commercial. Donc, nous, c'est de développer l'harmonie entre ces diverses zones-là et la vocation du territoire, ultimement, est décidée par le conseil et non par les fonctionnaires municipaux. Malheureusement, je ne pourrai pas répondre à votre question. Excellent. Là, on voit qu'on sent la fin qui approche. Donc, j'y vais avec ici. Étant donné que Jean Ruel, étant donné que Boisbriand est la dernière ville à revitaliser la Grande Côte, la ville va-t-elle consulter les autres villes pour avoir une certaine cohérence entre elles? Monsieur le chasseur, je vous laisserai répondre à cette question. Il y a déjà eu effectivement des opérations de revitalisation dans d'autres municipalités. La ville de Boisbriand, dans les années 90, a fait une opération de revitalisation sur le secteur Grande-Côte-Est. Vous avez pu remarquer probablement, je ne sais pas depuis combien de temps vous vivez à Boisbriand, mais on a fait de l'ajout d'un mobilier urbain, on a retravaillé des entrées charretières pour les sorties commerciales, on a rajouté du stationnement sur rue, on a fait de la réfection de trottoirs, abribus et tout ça. Donc, évidemment, on ne consulte pas nécessairement les autres municipalités, mais on a des fonctionnaires, on a la direction générale qui s'assoit régulièrement avec les collègues des autres villes de la MRC, puis qui partagent aussi comme les bons coups comme les mauvais, là. Et évidemment, les bons, on veut les voir, puis on va les voir. Fait que, il y a des belles réussites sur la Couronne Nord, puis on espère être capable d'en faire une belle avec le projet de la Grande Côte à Boisbriand. Excellent. J'ai une question d'Annie. Dois-je comprendre que le projet Forestia va influencer la démarche actuelle ou si c'est l'inverse? Le projet Forestia, en tant que tel, est représenté par des intérêts privés qui participent à l'exercice de planification qu'on est en train de faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 prochains mois, on invite les gens à se prononcer sur la vision de la Grande Côte et ultimement participer à des activités de participation où on va permettre aux gens de venir s'expliquer, d'expliquer leur vision, puis d'échanger avec des citoyens, avec des commerçants, avec des personnes d'intérêt pour le chemin de la Grande Côte. Donc, tout le monde va être invité.
que ce soit Forestia ou les autres promoteurs, si vous voulez, ou quiconque a des projets, à déposer leur vision sur la plateforme et à venir nous partager leur point de vue lorsqu'on aura l'opportunité de le faire. Madame Suzy Piché, qu'en est-il des terrains vacants entre Émile-Néligan et le parc des Berges? Possible de les utiliser pour agrandir le parc? Ce sera une question qui sera éventuellement intéressante à poser au conseil municipal. Évidemment, il y a des terrains vacants au sud d'Émile-Néligan. Puis, il y a une partie de la rivière qui est occupée par le Sentier des Berges. Donc, les terrains qui sont entre les deux sont en partie zonés résidentiels, mais affectés par les zones inondables. Donc, je pense que si vous avez un intérêt marqué pour la conservation ou la préservation de ces espaces-là, moi, je vous invite à laisser vos commentaires sur la plateforme, évidemment, et à ce moment-là, on pourra en informer le conseil lors du projet de rétroaction ou de rapport de rétroaction qu'on fera avec eux. Super, merci. Peut-être ouvrir une petite parenthèse. Ce genre d'éléments qui sont pointés, je vous inviterai à utiliser la carte interactive. Je pense que c'est un bel outil que vous avez à votre disposition là, pour identifier des éléments que vous valorisez, qui sont importants pour vous. Puis ça, c'est toutes des données qu'on va récolter à la fin, là, puis qu'on va utiliser. Excellent, merci. Et Madame Ariane Dubois, la problématique du trafic a été abordée par Monsieur Laliberté. Comment comptez-vous pallier à ce problème majeur? Bien, pour poursuivre ma lancée, c'est sûr que c'est tôt pour identifier des solutions par rapport à ça. Mais pour faire ce cours, si on veut pallier ou résoudre le problème de trafic de l'automobile, c'est sûr qu'il faut y aller, si on veut travailler à la source, c'est d'avoir des réflexions par rapport à la place de l'automobile dans le transport. Il faut quand même bien comprendre le contexte qu'on a l'autoroute 15 qui est une autoroute là, métropolitaine. Donc, je pense que c'est des réflexions qui débordent de Boisbriand, puis qu'on doit avoir, on doit réfléchir, qu'on doit avoir, disons, on doit avoir des réflexions à la fois à Boisbriand, mais aussi avec la MRC et la communauté métropolitaine. Oui, puis je rajouterais aussi sur ce point-là qu'il va y avoir une capsule d'experts sur la mobilité où on va pouvoir en apprendre plus aussi. On vous invite à les consulter, puis ça va donner de la matière là, pour avoir des discussions autour des tables de discussion par rapport à ce sujet-là. Excellent. Ça fait le tour des questions. De toute façon, le temps alloué à la période de questions est épuisé. J'en profiterai tout simplement pour... il y avait eu une autre suggestion qui nous était arrivée via le Facebook Live qui mentionnait qu'il manque aussi un magasin alimentaire dans le coin. Alors, je lui ai répondu via le Facebook Live de l'inviter à justement, un peu comme vous l'avez dit avec les autres panélistes et les autres questions un peu plus tôt, de ne pas se gêner d'alimenter justement là, les consultations et de faire part de toute suggestion comme ça via nos outils de consultation qui sont présentement disponibles. Oui, effectivement, ça conclut bien la rencontre, là. Merci beaucoup de vous être joints à nous puis d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, d'avoir montré de l'intérêt face à cette démarche-là. Puis, effectivement, là, on vous invite à aller participer en plus grand nombre possible aux activités qui sont offertes à vous via la plateforme. Puis de continuer de vous informer là, tout au long des prochains mois via cette plateforme-là. En terminant, si je peux me permettre, excusez-moi, juste mentionner parce qu'il y a eu le petit sondage qui a été mis. Fait que pour les personnes que ça pouvait intéresser, on a eu 84% des participants qui ont répondu au petit sondage étaient des résidents de Boisbriand, 5% des usagers, là, travailleurs, touristes, passagers, et 11% étaient des promoteurs immobiliers. Donc, voilà. Merci. J'en profite pour remercier tous les participants et vous demander de propager la bonne nouvelle qu'on fait une participation citoyenne qui ne fait que débuter. On a encore plusieurs activités à venir dans le courant des 2 prochains mois. Donc, espérons que cet engouement-là va tenir
puis qu'on va permettre d'avoir un maximum de commentaires, de questions concernant l'avenir de la Grande Côte. Et je vous remercie encore chaleureusement. Merci beaucoup. Je prendrai très, très, très rapidement. J'ai vu qu'il y a une question qui était rentrée. N'hésitez pas à m'écrire. Mes coordonnées sont sur le site de Banque de On Jase. Vous avez, je suis là, écoutez, là, tous les jours de la semaine pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, gênez-vous pas. Est-ce qu'on y allait avec les questions ou on le ferme là-dessus? Non, je pense qu'on a clos là, la rencontre, puis les participants commencent à partir. Excellent. Merci. Merci. Merci tout le monde. Voilà, la diffusion est arrêtée. L'enregistrement aussi. Donc,